On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous et bonjour et bienvenue à ce grand débat avec votre animateur principal Serge Nyawa. Je voulais quand même vous remercier d'assister à ce grand débat qui vous est amené chaque samedi à partir de 15h, l'heure de Chicago. Je voudrais aujourd'hui remercier tous ceux qui nous ont sollicité pour encore essayer de mettre en vue ce thème qui fait aujourd'hui, en tout cas, qui devient la chronique sur chaque toit politique des médias africains et partout dans ce monde. J'ai choisi aujourd'hui le thème l'Afrique face à la mondialisation. L'Afrique face à la mondialisation, vous n'êtes pas sans savoir que cette mondialisation dans laquelle l'Afrique est aujourd'hui est pleine de capitalisme. Si bien qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans cette mondialisation, continue d'être scandalisée. Mais bien avant cela, nous allons aussi parler de la situation sociopolitique rapidement, l'actualité politique en Afrique, une actualité vraiment qui est enrichissante. Alors, avant cela, je vais quand même vous présenter mes chers panélistes qui vont essayer de débattre de ce thème avec moi. Dans ce studio, j'ai donc mon ami personnel Yves Kenao qui est venu aussi, qui vient à peine d'arriver pour ce thème. Alors Yves, pour ce thème, l'Afrique face à la mondialisation, vous avez beaucoup parlé de ce thème. Vous êtes anti-mondialisation et je voulais encore une fois de plus vous remercier d'être avec nous. Bien, merci Serge Nyawa et merci à tous les téléspectateurs. Je ne pense pas que je sois anti-mondialiste, mais tout simplement, je suis réaliste. Je suis réaliste et je suis plutôt africaniste que mondialiste. Je voulais tout simplement dire que face à cette mondialisation, tout ce que subit l'Afrique, vous voulez être véridique. Merci encore une fois de plus. Alors de sa position, j'ai donc mon ami Marcel Codier. Marcel, encore une fois de plus, soyez la bienvenue dans ce grand débat. Oui, merci Serge, merci le réalisateur Malik, merci à tous les amis débatteurs, panélistes, et merci à l'Afrique tout entière et merci au monde entier et merci à nos amis de Facebook qui nous suivent en direct. Merci. Merci Marcel Codier. Alors, on va tout de suite parler de l'actualité sociopolitique en Afrique. Cette actualité qui est beaucoup enrichissante, en commençant par le Togo avec la libération de Foli Sakidi. Alors, Yves Kenao, Foli Sakidi a été libéré et de sa libération, il a dit qu'il remercie réellement le président Faure Gnassingbé de l'avoir libéré, mais pour lui, la lutte continue et il a encore insisté du fait que le président Faure Gnassingbé ne doit pas faire un 4e mandat. Alors, vos premières impressions, M. Kenao? Voilà, tout ce que je peux dire, on ne peut que saluer cette libération, cette grâce présidentielle. La phrase que monsieur le jeune Saki a dit, c'est que, bon, c'est une phrase
idiomatique. Hein? Dès l'instant qu'un chef d'État vous libère, vous ne pouvez que le saluer sa magnanimité. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il dit que bon, il va continuer la lutte et c'est de bonne guerre. Parce que s'il disait aujourd'hui qu'il ne va pas faire la lutte, qu'est-ce qu'il va faire? Le son de Yves n'est pas bon. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. S'il dit aujourd'hui qu'il ne fait plus la lutte, ça voudrait dire quelque part que peut-être il aurait pris un coup de peau, ou bien il aurait eu des menaces, ou il aurait eu ceci. Mais je trouve que c'est un jeune, il a ses aspirations, il a ses idées, il a un idéal à atteindre. Il est togolais, il est citoyen togolais, il est libre de poursuivre sa carrière politique. Hein. Moi, je trouve ça normal. Et d'ailleurs, je l'encourage. S'il est sûr de ce qu'il fait, s'il croit en ce qu'il fait, moi, je l'encourage à continuer dans sa carrière politique. Merci encore Yves Kenao pour cette modeste contribution. Alors, Monsieur Marcel, pour cette actualité politique, nous avons commencé par le Togo avec la libération de Folis Sakidi. Quelles sont vos premières impressions? Non, le Togo, nous allons féliciter notre jeune frère qui a été libéré. Grâce à la pression internationale et nationale, on a fini par lâcher la proie. Merci pour surtout l'évêque aussi qui a fait un sitting. Les gens se sont moqués de lui, mais c'est un site qui a porté un fruit. Et sans ce dernier sitting de l'évêque, la France ne pouvait pas bouger parce que avoir un évêque avec son âge, un octogénaire qui vient s'asseoir devant votre ambassade, il y a de quoi dire. Donc, félicitations à celui qui l'a libéré. Mais ce n'est pas fini. Nous avons encore nos amis du PNP qui sont en prison. Le gars l'aurait dit hier qu'il y a plus de 58 détenus encore là. Non, il doit falloir qu'on libère tous ces gens politiques-là. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Mais je t'en comprends de plus, monsieur. Voilà, j'ai entendu mon frère aîné dire que c'est l'archevêque, le geste de l'archevêque a contribué à cela. Moi, je ne crois pas. Parce que cet archevêque, il a toujours marché. Hein? Il est même parti au grand marché d'Adakwa, tout crier au micro pour ceci, pour cela, ça n'a rien donné. Je pense qu'ici, quelque part, il faut remettre à César ce qu'il y a à César. C'est un geste d'un homme qui a libéré ce jeune-là. Les gens ont marché, les avocats ont tout fait, on n'a pas pu le libérer. Mais c'est la parole d'un individu. Il se fait ici que cet individu, c'est Fona Sibé. Donc nous devons saluer cette magnanimité du président de la République et puis ensuite ajouter les autres. Mais si on passe sous silence, comme si cette libération, cette grâce du président était un droit, moi je ne crois pas. C'est une faveur. Et il faudrait qu'on remette à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Magnanimité, vous avez toujours fait le lot de la magnanimité depuis le temps de Thierry Yadema. Magnanimité, on est fatigué avec ces histoires de magnanimité. Et s'il avait refusé de le libérer, qu'est-ce qu'on allait faire? Il faut reconnaître qu'il y a eu une pression internationale et vous avez lâché la proie. Ne nous parlez pas de magnanimité. Ça, un jeune que vous jetez en prison pour à tort à travers, vous l'accusez de rébellion. On dit, après on lève le truc, on dit non, pas rébellion. Il a créé une... Ça, c'est bidon, ça. Monsieur Kodji, soyons réalistes. Les gens ont crié depuis 1 an. Le jeune n'a pas été libéré. Le grand prêtre, il a marché. Ses souliers sont finis. Le jeune n'a pas été libéré. Mais c'est le chef de l'État qui décide de le libérer. Remettons ça au chef de l'État, je ne vois rien de difficile. Je crois qu'on va continuer. Les amis, on va continuer. Parce que là... Il faut reconnaître qu'il y a une pression internationale. Rien, il n'y a aucune pression. Il n'y a aucune pression. S'il y avait une pression, la situation togolaise allait déjà être réglée. Il n'y a eu aucune pression. C'est le chef de l'État qui a décidé de libérer l'enfant, comme Macky Sall l'a aussi fait. C'est comment la mode. Macky Sall aussi l'a fait. Peut-être que demain, Talon le fera et que les Adjavons vont retourner au Bénin. Donc, vous voulez dire qu'ils sont tous connectés? Ils sont connectés. Monsieur Marcel Collier, on va passer. L'évêque a fait son devoir, il faut reconnaître. Le vieux a fait son devoir. Ça, c'est un homme religieux, il a fait son devoir. Reconnaître ça. Au moins, le vieux a fait bouger les lignes. Quelque chose que vous dites du vieux, le vieux a fait son devoir. Le jeune a été. Même, vous aurez constaté que hier, la première visite de Folis Sakidi, c'était à l'évêque, avec ses amis.
Il est parti le premier, il est parti saluer l'évêque. Donc allez-y, allez faire cette lecture. Alors merci. Donc quand vous nous parlez de magnanimité du chef d'État, nous on est fatigués avec cette magnanimité. D'accord. On est déjà en prison, après tout vous voulez lâcher, vous dites qu'on veut parler de quelle magnanimité. Ça devient un truc là à boire. Hein. Tous les Togo, chaque fois c'est la magnanimité du chef d'État. Et il en fait plus. Mais bon, monsieur Serge, il quelque nous chose. jette en prison, demain ce serait vous. Cette attitude que les gens ont est un handicap à la libération des autres prisonniers, monsieur Kochi. Non. Ok, je m'arrête là. C'est ce qu'on a toujours crié. Ok. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut reconnaître cela. Et maintenant, ça fait que la libération des autres va arriver. Si le type dit que j'ai fait, on ne m'a même pas reconnu le bien, et il ferme le robinet, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras toujours à parler sur les antennes, tu ne feras rien. Le Monseigneur Kodjo va marcher, ça ne changera rien. Pourquoi n'avez-vous pas obtenu, si les marches suffisaient, pourquoi Kodjo n'a pas obtenu la tête de la CENI pour l'opposition togolaise? Pourquoi pas? Je crois que nous sommes dans l'actualité politique, on va continuer. Et ça fera part d'un autre débat. Parce que quand on rentre aujourd'hui dans le Togo, on ne peut pas quitter dans le Togo, donc ça fera part réellement d'un autre sujet. Alors, Marcel Kodié, il y a aussi dans cette libération celle de Maurice Kamto, l'opposant unique même du Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette libération aussi? Oui. Aux Nations Unies, on a fait la pression sur Paul Biya sur l'affaire. Même Paul Biya, pourquoi? Il devait rencontrer Macron tout récemment à Lille ou bien à Lyon. C'est bien avant cette rencontre. Pourquoi ils ont organisé même le dialogue? Cette farce pour nous dire qu'il y avait un dialogue, c'est pour libérer les gens. Donc tout cela, c'est la pression internationale. Mon ami Kinao me dira encore que c'est la magnanimité du chef d'État Paul Biya. Et on me dira que le roi du Maroc aussi, c'est la magnanimité qui a fait libérer notre sœur journaliste. Voilà. Vous jetez les gens en prison. Donc, Maurice Kamto, ça, on doit les libérer. On l'a arrêté injustement. Avec tous ces militants. Mais le peuple, tout, le monde entier reconnaît. L'opinion internationale reconnaît que le monsieur a été arrêté arbitrairement. Après les élections. Quelqu'un qui a gagné les élections, vous le jetez en prison parce qu'on dit qu'il se soulève ou bien il soutient la rébellion du Nord. C'est incroyable. Bon, merci à... comme Nawa a demandé de féliciter au moins le chef d'État, Paul Biya, qui a libéré Kamto, on le remercie. Mais on reconnaît que les gens ont été arrêtés arbitrairement. D'accord, merci. Ça suffit comme ça en Afrique. Alors, M. Kenao, la libération de Maurice Kamto. Voilà, moi, je t'ai dit que c'est la mode. Vous avez vu, Macky Sall a libéré le maire, Fon Ngasingbe, il libère Saki. Lui aussi, il libère son opposant. Je vous dis que bientôt, Talon Bénin va autoriser Al-Javon de rentrer. C'est la mode, monsieur. Et quand on me dit quelque part que c'est la pression internationale, moi, je ne crois pas trop à cette pression internationale parce que les mêmes gardes étaient là des années, des siècles. Et cette manière de piétiner les droits des citoyens a persisté. Mais ils n'ont rien dit. Est-ce que c'est une mouche qui les a piqués pour dire que de cette façon, il faut faire quelque chose? Moi, je ne crois pas à cette comédie humaine-là. C'est une comédie. On va, monsieur Yves Kenao, en Guinée, il y a aujourd'hui les militants, sinon la population qui a pris les rues contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé a dit que c'est la population, c'est le peuple guinéen qui pourra s'opposer. Et c'est le peuple guinéen qui l'a élu. Mais aujourd'hui, ce même peuple est dans les rues. Alors, quelles sont vos premières impressions vis-à-vis aussi de ce que la Guinée deviendra? Voilà, je peux dire que ce n'est pas tout le peuple guinéen qui est dans la rue. Il faut qu'on le dise parce que M. Condé a ses sympathisants. Mais tout compte fait, c'est que moi, personnellement, je suis fatigué. Est-ce que vous avez vu la vidéo où vraiment une marée humaine... Voilà, est-ce que vous allez me dire que toute la population guinéenne était dans la rue? Bon, allez-y. Mais non! Toute la population guinéenne n'était pas dans la rue. C'est ceux-là qui s'opposent. C'est une partie de ceux-là qui s'opposent au troisième mandat de Condé qui sont dans la rue. Donc, je dis que moi je suis fatigué
de cette manière pour les intellectuels de se moquer plus de leur peuple. Surtout les intellectuels africains. Les intellectuels africains se moquent trop de leur peuple. Parce que, imaginez que tous ceux dont nous parlons aujourd'hui, partout en Afrique, ce ne sont pas des gens venus de la campagne. Ce sont des intellectuels. Ce sont ceux-là qui ont été à l'école du blanc, qui ont étudié, qui savent distinguer le faux d'avec le vrai, qui savent ce que c'est que le respect des droits de l'homme, ce que c'est que la loi, ce que c'est que l'état de droit. Voilà que ce sont ces individus-là, supposés éclairer la masse. Ce sont ces individus-là qui assombrissent totalement la masse. Il n'y a pas d'éclaireur en Afrique. Bon, voilà tous. Ils se disent diplômés de Sorbonne, diplômés de telle université, Harvard, de ceci, cela, fonctionnaires international, fonctionnaires de quoi. Mais dès l'instant qu'ils arrivent au pouvoir, s'il vous plaît, monsieur Nyawa, ceux-là même qui ont combattu la dictature, le non-respect des droits de l'homme, commettent plus de crimes que les militaires qui ont pris le pouvoir par force. Alors je me pose la question. Pour savoir tout dans le c'est la mondialisation. Voilà. Donc chaque fois je me pose la question, faudrait-il continuer par élire ceux-là qui s'appellent intellectuels, fonctionnaires internationaux, ou bien revenir carrément élire quiconque peut s'occuper de son peuple d'abord. D'accord. Parce que ce qui se passe en Guinée, personne n'aurait cru que Condé, dans l'opposition, une fois arrivé au pouvoir, c'est Condé qui va dire que la limitation des mandats en Afrique est un frein au développement. Ça, on va plus revenir là-dessus parce que je ne crois pas. On va plus revenir là-dessus. Alors, monsieur Gabriel, je pense qu'on est avec vous maintenant. Vous avez assisté à la libération de Foli Sakidi. Vous avez aussi assisté à la libération de Maurice Kamto depuis le Cameroun. Et ce qui se passe exactement en Guinée-Conakry. Mais d'abord, la libération de Foli Sakidi que vous avez suivi à la lettre. Quelles sont les impressions des Togolais? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça se passe maintenant? Bien, mais merci. Je ne sais pas si vous me recevez de l'autre côté bien. Maintenant, moi, je vous reçois. Ça peut aller? Vous me recevez? Monsieur Gabriel, allez-y, on vous reçoit. D'accord, merci. La libération de Foli Sakidi, étant donné que c'est surprenant, parce que Foli Sakidi, on a assisté d'abord à son procès, le dernier procès au niveau de la cour d'appel. Et finalement, à 4 jours après la délibération et sa condamnation, il bénéficie la grâce présidentielle et il est libéré. Alors, bon, la population togolaise, comme on s'attendait que voilà, les Togolais vont essayer d'être un peu contents pour cette grâce présidentielle qu'a bénéficié Foli Sakidi, c'est carrément le cas contraire, parce que les Togolais, on ne sent pas c'est-à-dire la joie au sein d'eux, ils sont plutôt mépris, et bien la majorité disent que voilà, ils condamnent les innocents, et finalement après tout c'est pour dire que voilà, il a bénéficié grâce présidentielle et autres là, alors que les problèmes ou soit les infractions pour lesquelles on incrimine soit qu'on pénalise Foli Sakidi ne sont pas bien fondées. Donc la population n'est pas du tout contente, j'allais dire, pour cette grâce présidentielle dont on parle actuellement. Mais néanmoins, Foli Sakidi est libéré et d'après ses propos, il dit qu'il est encore prêt à combattre et à porter le flambeau du Togo. D'accord, je pense on a compris ça et on va essayer d'avoir sur nos antennes Foli Sakidi bientôt. Alors, revenons, on va essayer maintenant de rentrer dans notre sujet, l'Afrique face à la mondialisation. Alors, je voudrais faire une petite historique vis-à-vis de tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui.
la langue française parle de la mondialisation, tandis que la langue anglaise parle de la globalisation. Mais il s'agit du même processus multiforme par lequel s'instaure une situation étroite interindépendance entre les États, les différentes régions du monde et les diverses facettes de la réalité sociale. Il faut dire aussi que les équilibres internes et de devenir de toutes les sociétés les plus avancées comme les plus démunies sont profondément bouleversés. L'Afrique elle-même subit la globalisation et non la mondialisation. Si nous voulons réellement définir cette mondialisation, il faut dire, parce qu'à partir de cette définition, nous allons réellement voir comment l'Afrique est scandalisée. Alors, la mondialisation ou la globalisation, c'est l'intégration des pays développés et des pays en voie de développement en un seul marché global régi par la libre concurrence et accessible à tous les agents économiques du monde. Cependant, une formidable croissance des investissements et des échanges internationaux au cours des 20 dernières années ont vu le jour, combiné à une véritable explosion des communications et des technologies au niveau planétaire. C'est ainsi que la plupart des gens voient la mondialisation. Alors, M. Yves Kenao, est-ce que nous pouvons aujourd'hui, quelle est votre vision, quelle est votre vue vis-à-vis de cette mondialisation à laquelle fait face l'Afrique aujourd'hui, qui ne peut pas vraiment pourvoir son propre développement? Merci beaucoup, M. Nyawa. Cette question, je l'ai longuement débattue. Je continue par croire que si quelqu'un émet une idée, c'est qu'il a réfléchi sur l'idée, a vu là où il veut aller. Quand il va trouver là où il veut aller, en ce temps, il vous soumet, vous autres, l'idée pour voir ce que vous allez apporter. La globalisation ou la mondialisation, ce n'est que la dictature des puissances sur les petits États, les petites nations. Donc, en un seul mot, l'exploitation de l'Afrique par l'Occident et pour l'Occident. Tout court, la mondialisation n'est rien d'autre que la dictature, l'impérialisme, le néo-impérialisme et le néocolonialisme de l'Occident surtout les pays africains. Car si vous regardez bien dans cette mondialisation, l'Afrique ne fait que donner. L'Afrique ne fait que se faire exploiter. Mais en contrepartie, l'Afrique ne reçoit rien. Aucun pays africain n'a son produit sur le marché des puissances. Aucun. Même la musique, la culture africaine ne passe pas dans cette mondialisation chez ceux disant les maîtres de la mondialisation. Tout se fait en sens inverse, c'est-à-dire en sens unique. Eux, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent sur le continent africain, mais le continent africain est restreint de faire les mêmes choses. On vous dira que c'est une compétition. Mais dans une compétition où les petits poussins sont avalés par les vautours, il n'y a pas une compétition. C'est pourquoi moi, l'expression mondialisation, je demande aux pays africains quel est leur intérêt. Si vous venez à moi, vous me dites que vous voulez que je m'associe à vous ou vous voulez vous associer à moi. D'abord, je dois chercher quel est mon intérêt à m'associer à vous. Mais si je n'ai aucun intérêt, je ne vois pas. Si l'intérêt que l'Afrique tire de cette mondialisation, ce sont les internets, aller suivre les TV, les CNN, les autres, là, si c'est ça, ou bien le YouTube, si c'est ça l'intérêt que l'Afrique tire
de cette globalisation. Là, s'il vous plaît, vous, nous, Africains, permettez que je vous dise que nous ne voyons pas plus loin que notre nez. Parce que dans cette mondialisation, l'Afrique ne profite absolument à rien. Monsieur Nyawa, prenez un petit exemple. Aux États-Unis ici, vous ne pouvez pas suivre la télévision ivoirienne ou ghanéenne. Tout est bloqué. Mais nous sommes dans une mondialisation. On va au niveau de l'ONU. Tous les pays, toutes ces puissances-là ont un représentant au Conseil de sécurité. D'autres ont un droit de veto. Mais l'Afrique, qui est tout un continent, n'a même pas une voix. Et on parle de mondialisation. Et nous sommes dedans, fiers. Alors, je vous dis que moi, mondialisation, ce n'est que pour les pays riches qui veulent exploiter les pays pauvres, surtout l'Afrique. Et que c'est là l'occasion pour moi de le dire, en toute honnêteté, si nous voulons un jour ne pas parler des présidents qu'on nous impose, ne pas parler qui viennent exploiter nos richesses. Mais je vous pose une question. Les autres n'ont pas les richesses. C'est pourquoi ils veulent s'associer pour être grands. Nous avons tout. Pourquoi nous allons nous associer avec des gens qui n'ont rien? Pourquoi? Mais c'est sage. Nous, on a tout. Pourquoi nous allons nous associer à des gens qui n'ont rien, qui ne font que puiser chez nous? Mais est-ce que vous ne voyez pas que le fait qu'aujourd'hui, parce que vous l'avez souligné, le fait que l'Afrique n'a pas un seul président, parce que c'est un seul continent. Et on parle de l'Afrique, je l'ai déterminé d'abord la fois dernière, comment l'Afrique a été divisée. Aujourd'hui, cette Afrique dont vous parlez au niveau du Conseil de sécurité devrait quand même avoir un seul président. Et à partir de cela, l'Afrique peut faire partie maintenant du Conseil de sécurité et faire valoir ce qui est des droits. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'avant, au niveau des Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'Afrique ne parlait que par une seule voix? Et tu sais quelle était cette voix-là? C'est le président en exercice de l'OUA d'antan. Dès que vous êtes le président en exercice de l'OUA, l'année là, au Conseil de sécurité à l'Assemblée Générale, c'est vous qui allez parler au nom de toute l'Afrique. Mais depuis ce fameux discours du feu général Mobutu Sese Seko Kukubanga du Zaïre, les Européens ont dit oh non, laissons ces Africains là venir un à un, les diviser pour mieux régner. Vous parlez de ça, on a tout. Et puis maintenant je vais te dire ceci. Nous n'avons pas besoin d'avoir un président pour être là. Nous avons des organisations qui peuvent être représentées et représenter toute l'Afrique. Mais seulement le problème c'est que il y a toujours certains intellectuels africains manipulés par l'Occident qui retournent à la base pour faire le lavage de cerveau à ceux-là qui sont au pays, qui ne voient pas ce qui se passe au pays des Blancs, et pour dire que non, ça ne va pas nous arranger. L'Afrique ne gagne rien dans cette mondialisation, monsieur Nyawa, je m'arrête là. D'accord, merci mon cher Kenao. L'Afrique ne gagne rien. On va du côté de notre ami. Merci encore une fois de plus. Alors Gabriel, merci. Alors mon cher Kenao, comme je l'ai dit, dans notre débat, nous avons défini ce que c'est que la mondialisation. Ensuite, nous allons parler aussi des bienfaits et ses obstacles, puis les enjeux de la mondialisation, de son impact surtout sur lequel vous venez de parler. Mais monsieur Kenao, l'Afrique semble s'être engagée dans cette mondialisation par la voie de l'intégration régionale. Mais à y voir de près, cette mondialisation apparaît illusoire et entravée par de nombreuses contraintes. Maintenant, les entraves à la libre concurrence des personnes et la perception négative de la mondialisation par les jeunes en Afrique nous interrogent sur la puissance d'un tel phénomène. Alors, au vu de ceci, M. Kenao, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est-elle vraiment concernée par cette mondialisation ou c'est simplement une vue de l'esprit? Voilà. Si vous voulez mon avis personnel, je vous dis que l'Afrique s'amène. L'Afrique se colle à cette mondialisation. Ils n'ont pas... C'est que je ne sais pas si les gens voient ce que c'est. C'est comme si vous voulez
d'une femme qui ne veut pas de vous. Mais c'est vous qui allez derrière. Vous faites tous les efforts pour que cette femme-là vous aime, mais ne vous regarde pas, vous continuez, vous vous ridiculisez. À l'heure où je vous parle, l'Afrique se ridiculise dans cette mondialisation-là. On parle de réchauffement climatique, les pays africains sont les premiers à être là-bas. Qu'est-ce que le réchauffement climatique a à les concerner? Dis-moi, M. Nyawa. Et encore... Qu'est-ce que le réchauffement climatique a les concerner? Leur population meurt de faim. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui fait que la population meurt de faim, mais on ne s'occupe pas de ces populations-là, mais on prend des milliers de francs CFA pour aller assister à des conférences qui ne concernent pas le quotidien de choses des Africains. J'arrête là. Alors, voyez, quand vous avez parlé, quand l'Afrique va dans cette mondialisation, qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle gagne? Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qu'elle gagne? Jusqu'à présent, la mondialisation, elle fait une dizaine ou une quinzaine d'années. Qu'est-ce que nous, pays africains, on peut dire qu'on a concrètement gagné? Rien. Rien du tout. Mais on continue par aller. Sommet de quoi? Sommet de quoi? Sommet de quoi? Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez parlé des représentations régionales, n'est-ce pas? L'Afrique ne se représente pas de représentation régionale, par exemple la CEDEAO, l'Union africaine. L'Afrique dans cette mondialisation. Oui, l'Afrique semble s'être engagée dans la mondialisation par la voie de l'intégration régionale. Voilà. Je vais poser une question. Quel pays africain se trouve dans le comité de décision de l'Union européenne? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais quand vous prenez la CEDEAO, vous prenez l'Union africaine, il n'y a que les autres là qui sont dans nos comités de décision. Au nom de la globalisation, au nom de la mondialisation, tout ce que nous voulons faire maintenant en Afrique, ça doit suivre une certaine norme, soi-disant de Bruxelles. Alors que nous avons nos réalités. Quand les gens mangent 3 fois par jour et qu'ils jettent la nourriture chez eux, quand les gens prennent le maïs pour nourrir les bovins, et que chez moi, c'est le maïs là qui est l'aliment de base du citoyen, comment voulez-vous que nous discutions des mêmes choses, M. Nyawa? L'autre a mangé à sa faim, moi je ne mange pas à ma faim, mais vous me parlez du réchauffement climatique. On va me parler de ceci ou de cela. On va revenir tout à l'heure à vous. On va aller du côté de notre ami Gabriel Abdonab depuis sa position. Alors Gabriel, avec le thème de cette mondialisation, l'Afrique face à la mondialisation, Monsieur Gabriel, est-ce que nous pouvons dire que il y a un impact sur cette mondialisation? Est-ce que la mondialisation a un impact sur, en tout cas, l'Afrique? D'accord, je pense que quand on parle de la mondialisation, il va falloir, on fait allusion d'abord aux initiatives bien sûr de l'ONU, Union européenne et Union africaine. Voilà que cette mondialisation, les Africains n'arrivent pas à en profiter. Jusqu'alors, depuis lors qu'on avait démarré cette histoire de mondialisation, et nos leaders africains chaque année comme ça là, ils prennent vol de l'Afrique ici pour aller au sommet G5, quoi que ce soit en Europe, on ne sait pas qu'est-ce qui nous rapproche, ils nous ramènent plutôt. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la grande remarque que voilà, il y a un budget qui est alloué bien sûr à cette initiative de mondialisation, à cette initiative de réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique. Ce budget qui est alloué à cette initiative est reparti selon les nombres de pays qui participent à ce genre d'organisation. Et maintenant,
quand on arrive là-bas, nos leaders dirigeants, là où moi je les accuse, parce que quand ils prennent ces fonds-là, ce n'est pas qu'ils n'en prennent pas. Ils prennent ces fonds, mais arrivés au pays, ils n'arrivent pas à savoir comment mettre ce fonds-là en pratique pour que toute la population de leur pays en profite. C'est là le grand problème. Mais on les a appris la manière dont on vole systématiquement, que nul ne sache que voilà, et ceci est perdu. Donc ils participent aux organisations de lutte contre le réchauffement climatique et autres là. Mais le budget qui est alloué à cette organisation, cette initiative, ce budget-là n'est pas réparti ou soit réparti bien sûr sur le territoire dont il est question. Donc cette mondialisation, plutôt au lieu que ça ramène une bénéfice ou soit une solution aux problèmes africains, mais plutôt ça nuit les Africains et surtout les pays africains. Mais c'est la faute de nos leaders, de nos présidents africains, surtout les dictateurs. Merci Gabriel. Alors Marcel Codier, vous avez quand même écouté vos amis. Nous parlons de la mondialisation. Pour le thème d'aujourd'hui, l'Afrique face à la mondialisation. Alors Marcel, quelle place l'Afrique occupe dans cette mondialisation? Marcel, est-ce que vous nous attendez? Mais je pense que nous allons continuer. On n'attend pas Marcel. J'ai écouté de loin là, mes deux amis, surtout Yves Kenao, qui me parle, qui accuse encore. Moi, je vous reçois sur Facebook. Maintenant, Parlez un peu fort, Marcel. Parlez un peu fort. Oui, je dois être en retard parce que chez moi, ici, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y. Le son. Oui, c'est mon micro, c'est au niveau de Malik. Nous. D'accord. Je pense, allez, monsieur, bon, Oui, d'accord, Marcel, on vous attend. Oui, allez-y, Marcel. Bon, j'ai du mal à vous écouter. Je me réécoute. Bon, je voulais dire que... Voilà, je peux aller... Je voulais dire que ce qu'il disait Kenao tout à l'heure, qu'il parle que c'est l'Afrique qui ne bénéficie de rien. Mais l'Afrique a tout. Mais c'est nous-mêmes, les chefs d'État. Vous allez faire des prêts au truc là, au FMI, à la Banque mondiale. Quand on vient, on divise l'argent en trois parties. Une partie pour la famille et une partie pour les chefs d'État. Quand aujourd'hui, nous en Afrique, il parlait tout à l'heure qu'on nourrit les bœufs, les animaux, pas avec le maïs. Quand on donne encore la roue, les truelles aux gens d'aller cultiver, voilà qu'on parle aujourd'hui de l'industrialisation de l'agriculture. C'est la faute encore aux Blancs. Quand nous-mêmes, les Africains, nous courons pour aller aux États-Unis, aller commander. Aujourd'hui, c'est la Russie. Tout le monde va en Russie. Il paraît que la semaine prochaine, il aura une conférence nationale avec l'Afrique, avec la Russie. La Russie va vous exploiter. Comme ce que vous dites aujourd'hui, que oui, ce sont les Français, les histoires qui nous ont colonisés, oui. Cette fois-ci, c'est la Russie et la Chine qui vont vous coloniser. Quand vous courez aller commander encore des miels de pain chez les Russes, ben, je me demande ce que nous allons devenir demain. Ça, c'est la faute à nos chefs d'État. Vous-même, vous voyagez matin, midi, soir. Il y a des chefs d'État qui sont entre deux avions. Mais ils sont incapables de mettre la route, de goudronner dans leur pays. Pourtant, ils sont là dans des grands pays. Ils ne voient pas le développement des pays. C'est ça le problème. Chaque fois on dit que oui, c'est le colon qui a fait, Qu'est-ce que le colon a fait? Quand vous-même, vous n'arrivez pas à développer votre pays, vous accusez le colon. Vous n'arrivez même pas à mettre le lit. Mais la chirurgie, la pédiatrie, vous n'arrivez même pas à aller au CHU de Tokwe. Ça, c'est le colon qui va venir vous faire ça. Voilà que vous avez les moyens. Tout récemment, la morgue qui a été la nouvelle morgue, ils ont bouffé des milliards. Déjà, il y a une panne. Les parents se plaignent déjà. Ça, c'est encore, on va me dire que c'est le blanc, c'est le colon. Allez-y chercher les choses ailleurs. C'est nous-mêmes les Africains. Merci. Merci Marcel Codier. Alors, mon cher Kenao,
Vous avez tout à l'heure parlé un peu des obstacles de cette mondialisation, mais comment est-ce que l'Afrique, selon vous, peut bénéficier de cette mondialisation quand on prend cet exemple ce slogan de dire l'Afrique d'abord? Monsieur Nyawa, je vous ai dit que quand quelqu'un conçoit un projet, il sait ce qu'il veut. Mais quand vous venez plus tard vous joindre au projet, vous ne participez seulement qu'au projet. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être je veux dire nous, parce que ce que vous êtes en train de dire, ça devient encore intéressant. Au lieu de participer au projet, envoyez votre projet, parce que vous connaissez ce qui est à l'intérieur de ce projet. Voilà. Pourquoi je dis ça? Ceux qui ont créé la mondialisation savent ce qu'ils cherchent. Vous comprenez? Maintenant, nous autres, nous participons seulement. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que même les prises de décision, l'orientation de cette mondialisation, nous ne le serons jamais. On va l'orienter et nous allons suivre. Je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que vous savez aujourd'hui que même l'éducation en Afrique devient une éducation mondiale? Mais si c'est devenu du copier-coller, que voulez-vous voilà. faire? Est-ce que vous savez que la culture, qui normalement est une identification de chaque peuple, devient une culture mondialisée? Est-ce que vous savez que la race humaine, qui est une race individuelle et unique, qui fait la spécificité de chaque race, maintenant est une race mondialisée? Et dans tout ça là... Et maintenant, pour les comprendre, il y a quand même une langue. Voilà, donc les langues aussi sont en train d'être uniformisées, d'être mondialisées. C'est là que regardez aujourd'hui cette histoire de texte-message. Texte-message, c'est le nouveau code, c'est la nouvelle manière de communiquer. Le texte-message. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir un français soutenu. Puisque il est de commun accord. Il y a des dictionnaires de texte-message. Alors pourquoi vous avez besoin de faire une phrase correcte française? Tout ça là, c'est ce que celui qui a créé la mondialisation, lui, il a en tête. Il veut un individu unique, qu'il peut mieux manipuler. Un individu facile. C'est-à-dire que c'est quoi? La mondialisation ne devient qu'une programmation des nations et des êtres humains. Donc ça veut dire que s'il y a un problème au Togo, on sait pourquoi il y a ce problème. Non. Et très rapidement, on va chercher une solution. Et je sais qu'il y a des gens comme Marcel qui ne seront jamais d'accord. Parce que justement, pour eux, la mondialisation n'est que le salut pour l'Afrique. Surtout, ces intellectuels africains-là qui se disent libéraux, ils pensent que c'est en s'associant ceux-là qui disent que le monde est un monde planétaire. Non! Le monde n'est pas un monde planétaire. Chaque pays est unique et individuel. Il est unique et indivisible. C'est ça la différence. La différence des couleurs fait une beauté. Maintenant, on veut programmer les nations. On veut programmer les individus. On veut programmer les cultures. On veut programmer les parler. On veut programmer les rires. Comme ça, quand vous allez rire d'une manière autre, on va aller demander à l'ordinateur qu'est-ce qui ne va pas, on trouve ça. C'est mauvais que l'Afrique sorte de cette mondialisation. L'Afrique d'abord. Quand l'Afrique va sortir de cette mondialisation, des gens comme Marcel vont rentrer au pays, mettre leurs pensées au service de la nation. Et nous allons nous développer à partir de notre rythme. Nous n'avons pas besoin de nous coller sur les autres pour dire que nous voulons nous développer. Non. Revenons. Soyons responsables, revenons. Et nous aussi fabriquons quelque chose à partir duquel nous allons nous développer. Mais pas seulement copier et coller. Ça ne sert à rien, monsieur Nawa. De la mondialisation. D'accord, on va aller du côté de Marcel Codier. Alors Marcel, vous avez écouté M. Yves Kenao. Je pense que vous avez une réponse à apporter. Et au vu de cette réponse, est-ce que nous voulons savoir si la mondialisation est réellement la cause du sous-développement de l'Afrique? Non.
Oui, je pense qu'il m'a pris en sandwich. Écoutez, Serge, je vais vous donner, je vais donner des exemples. Entre-temps, il parlait allons-y au Rwanda. De faire de progrès. Je crois tout récemment, ils ont parlé qu'ils vont faire les portables. Que le Rwanda, allez-y, ceux qui ont déjà été au Rwanda, ils vont voir. Le monsieur, malgré qu'il est dictateur, mais il démontre aux gens que l'Afrique peut changer, peut faire quelque chose. Quand vous, les Kenao là, qui ont demandé à Robert Mugabe, oui, la terre, nationaliser la terre, Robert Mugabe l'a fait. Il a pris les terres. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Oh non, non, Mugabe a fait beaucoup. Celui-là, on doit ériger un monument partout en Afrique, à son honneur. Ce Mugabe-là. Et quand Robert Mugabe a pris, il a donné ça à ses frères, à ses partisans. Combien d'hectares ils ont fait? Ils étaient incapables de faire même un demi-hectare. Vous direz encore que c'est la faute de monsieur Marcel, monsieur Marcel, ce que vous dites là, c'est une insulte. C'est une insulte à l'égard de toute la communauté de Zimbabwe. Voilà. Ce sont des frères intelligents. Vous êtes incapables. Vous avez les moyens de payer des machines industrielles. Mais il parle d'éducation aujourd'hui. Pourquoi tu vas acheter les machines du blanc? Quand vous voulez toujours, vous voulez suivre les blancs, vous croyez que nous-mêmes, nous ne pouvons pas organiser notre éducation? Moi, je me rappelais au temps dans les années 80, 60, nos enseignants n'avaient pas besoin de tablettes. Nos professeurs, bâton à la main, craie au tableau noir. Mais aujourd'hui, tout le monde veut lire sur les tablettes. Ça, c'est la faute encore aux blancs. Quand vous-même, vous voulez copier les blancs, c'est ça le problème. D'accord. La faute aux Africains. Laissez les blancs. Nous-mêmes cultivons, nous avons du cobalt, nous avons tous les minéraux. Demandons aux blancs là de venir faire monter des industries dans notre pays. Pourquoi demander aux blancs? Et nous allons mettre les jeunes au travail. Aujourd'hui, dans mon pays, au Togo, il y a des milliers de ces jeunes qui vont chercher du passeport pour partir. On me dira encore que c'est le blanc qui les a demandé de venir. Oui, parce que le pays, les gens sont dans la galère. Les gens souffrent. Tout le monde va aller chercher loin. Demain, on me dira que oui, ce sont les blancs qui ont demandé, qui ont fait partie des jeunes de l'Afrique. Non. C'est qu'ils souffrent. Vos chefs d'État ne veulent pas trouver solution pour la jeunesse. La jeunesse est obligée de partir. Et la majorité de ces jeunes qui sont partis pour demander le passeport sont majoritaires des partisans du parti au pouvoir. Voilà. Si ça allait bien, pourquoi tous ces partisans du parti au pouvoir sont en train de quitter le pays? On me dira encore c'est la mondialisation, c'est le blanc. On est en train de saboter la politique du chef de l'État. Voilà, c'est faux. Je m'arrête là. Merci, Marcel Codier. Alors, monsieur Gabriel, vous avez écouté Marcel Codier, vous avez écouté monsieur Kenao. Il y a eu le cas du Rwanda où on dit aujourd'hui que le Rwanda est un peu développé. Est-ce que nous pouvons dire que le Rwanda a pris un envol économique sur les autres pays face à cette mondialisation? Oui, effectivement, la remarque, c'est palpable sur le terrain. Le Rwanda, aujourd'hui, a évolué. Ils sont au moins à un degré acceptable aujourd'hui, malgré que, bon, le chef d'État est également un dictateur de l'autre côté. Mais cette évolution, ça évolue d'une manière que c'est les partisans ou soit les amis proches du Rwanda, c'est-à-dire du chef de l'État du Rwanda, ce sont eux qui vont en profiter au premier abord. Donc c'est ce que nous déplorons. Vous voyez, maintenant, quand je reviens maintenant au propos, bien sûr, du grand frère Yves Kenao, moi, je suis en train d'accuser quelque part les initiateurs, bien sûr, de cette organisation de la mondialisation, à l'instar, les 5 pays permanents de l'ONU, précisément la France, qui coiffe la majorité des pays africains aujourd'hui au sommet de l'ONU. Bien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, ils ont quand même une volonté de pouvoir quitter le pouvoir et laisser la main à quelqu'un d'autre. Mais le contrat qu'ils ont noué avec la France, ce contrat-là, c'est pour rester au pouvoir à vie.
Donc, obligés, qui sont là pour essayer de demeurer et chercher quand même un profit. Raison pour laquelle la vérité est sortie la fois dernière, tout récemment. Il y a des milliards qui s'envolent de l'Afrique et qui vont dans la caisse de la France à chaque année. Donc, vous voyez toutes ces choses-là. Donc, cette mondialisation, le budget qui est alloué, j'ai touché tout de suite le budget de la mondialisation. Il y a un budget qui est alloué à cette initiative. Et nos chefs d'État, tous ce fonds-là, avant de revenir au pays, ils en touchent. Et s'il arrive qu'un chef d'État n'a pas touché sa part, quand il revient au pays, après tout, on essaie de faire un virement sur le compte du pays. Et c'est eux qui prennent ces fonds-là pour pouvoir organiser quelque chose en vue de se mettre dans la droite ligne, bien sûr, des objectifs de la mondialisation, soit de la globalisation aujourd'hui dont on parle. Vous voyez maintenant. Alors la France reste toujours un pays instigateur derrière les chefs d'État. Par exemple, vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui. Laurent Gbagbo, qui se trouve aujourd'hui en détention à La Haye, Laurent Gbagbo avait décidé de changer son pays, de faire la volonté de la population et essayer de faire de sorte que les retombées bien sûr du pays soient bien partagées et la population ivoirienne en profite. Mais quand les Français ont vu que c'est comme ça, il veut arracher maintenant une partie du pouvoir dans leur main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de monter un coup contre Gbagbo. Aujourd'hui, on a vu la manière dont Gbagbo a été arrêté et aujourd'hui il se trouve en détention. Donc la France demeure toujours un problème fondamental pour l'Afrique. Il faudrait le dire. Il ne faut pas quand même s'en passer. Et il est vrai que nos dirigeants africains, les présidents africains, quand ils vont là-bas, ils vont devoir défendre un peu leur dossier. Mais quand ils défendent, tu sais bien que ton poste, qui est le poste présidentiel que tu occupes également ici au pays, sera en danger le moment où tu seras arrivé au pays. Automatiquement, on peut toutefois monter un coup comme coup d'État contre toi. Donc, c'est sous le couteau à double tranchant sous lequel vivent maintenant les chefs d'État africains. C'est pourquoi ça n'évolue pas du tout pour ce qui concerne la mondialisation. D'accord, merci Gabriel. Alors, Yves Kenao, avant que je ne pose cette question, dans un premier temps, il y a d'abord 14 pays africains qui payent des taxes, sinon des impôts à la France. Il y a près de 800 milliards de dollars qui sortent de l'Afrique pour aller vers l'extérieur. Au même moment, on parle de développement et de mondialisation. Et on dit par la suite que l'Afrique est riche, mais au moment quand on dit l'Afrique est riche, ceux qui sont les Africains même, ils sont pauvres. Alors, quelle est l'origine même de tout cela? Bien, Monsieur Nyawa, avant de répondre à votre question, je voudrais qu'on situe le débat ici. La mondialisation ne concerne pas les chefs d'État. La mondialisation concerne les peuples. Il faut faire cette distinction. La mondialisation, ce n'est pas le chef de l'État. Allez-y au fond. La mondialisation, c'est le pays, la nation, les peuples. Maintenant, je reviens, on me parle du Rwanda. Moi, quand on me parle du Rwanda, ça me fait rire. Allez parcourir le Rwanda dans son ensemble. Vous allez pleurer. D'un côté, ce schéma du Rwanda qu'on vous présente, c'est l'idée de la mondialisation encore. Pour dire que dans un pays, ça marche. Si ça marche là, donc ce n'est pas le blanc. C'est le pays. On vous a montré le Ghana. Mais aujourd'hui, le Ghana, vous le voyez. Mais on nous a fait croire que le Ghana, c'est le pays par excellence. Le Nigeria. Vous croyez que si vous allez au Nigeria, vous allez dire que vous êtes au Nigeria? Et le Nigeria vient de fermer ses frontières. Avec le Bénin. On vous montre un côté que, et vous allez croire que c'est le président de la République qui est mauvais. Ce ne sont pas les présidents. C'est un schéma tracé. Et dès que vous rentrez, vous prenez le pouvoir, vous devez rentrer dans ce schéma. Et dès que vous rentrez dans ce schéma, vous allez danser comme tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça la mondialisation. Je vous demande, vous avez posé si l'Afrique a bénéficié de la mondialisation. Monsieur Nyawa, cette question, elle revient à votre dernière question. S'il y a vraiment mondialisation, s'il y a échange libre des biens des personnes, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut-elle pas vendre directement son café à un pays qu'elle veut?
Pourquoi? Pourquoi le Zaïre ne peut pas vendre son coltan direct avec le pays qu'il veut? S'il y a une mondialisation avec libre circulation des biens, si c'est une compétition, pourquoi le Nigeria ne peut pas vendre directement son pétrole au Togo et il doit transiter par l'Angleterre avant de revenir? C'est où la mondialisation? Voilà, ce sont des exemples palpables pour montrer les chers Africains intellectuels, soi-disant élites, que la mondialisation, ce n'est pas un individu. La mondialisation, c'est un système qui englobe les nations, les peuples, les richesses. Vous savez, M. Yama, vous avez parlé en 2016 qu'il y a une cartographie des richesses de l'Afrique. Oui, la carte du trésor qui coûte près de 1 milliard. Voilà. Donc, à l'heure où nous vous parlons... Et au vu de cette carte, ils ont su quelles sont les richesses qui sont contenues dans tous les sols des pays africains. Donc, à l'heure où nous vous parlons... cette mondialisation, d'une autre manière, M. La mondialisation, elle, déjà, elle connaît d'emblée quelle est la prochaine cible. Si nous avons besoin de ceci-là, où est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous allez me dire que c'est l'individu qui est présent qui n'est pas en mesure de défendre sa nation. Non, c'est un système. Oui, et quand vous remplacez le système, quand vous remplacez l'individu dans le même système, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pourquoi Yves Kenan vous demande, vous, peuple africain, sortez de cette globalisation-là. Quittez toutes ces histoires Banque mondiale, ONU. Voilà, la mondialisation, c'est part aussi. L'ONU est part de la mondialisation. Qu'est-ce que concrètement, depuis l'existence de l'ONU, qu'est-ce que l'ONU a fait de bon que vous qui soutenez la mondialisation, vous pouvez me citer aujourd'hui pour l'Afrique? Alors, Gabriel. Toi qui lèves le doigt, Gabriel, qu'est-ce que l'ONU a fait concrètement de bon en Afrique, à l'Afrique, depuis que l'ONU existe? Oui, Serge, je peux y aller? Allez-y. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Yves Kenao qui me dit que voilà, la mondialisation, ça concerne le peuple et c'est le peuple qui allait décider parce que le peuple s'est fait représenter par un chef d'État. Je précise bien et je pèse bien mes mots. Le peuple s'est fait représenter par un chef d'État et toutes les signatures, dans tous les documents, dans tout contrat où se retrouve la signature du chef de l'État de ce peuple-là, cette signature est considérée comme c'est le peuple qui est d'accord. Nous sommes toujours d'accord sur ça. C'est comme s'il y a une famille aujourd'hui et vous avez un mandataire de la famille qui doit défendre les causes et les biens de la famille. Et ce mandataire-là, quand il signe quelque chose, automatiquement, ça prend effet sur toute la famille. Et si le mandataire signe quelque chose qui va à l'encontre si on parle aujourd'hui que la mondialisation, ça concerne les peuples africains, et oui, je dis quelque part, oui, mais les peuples africains, pour s'en sortir dans ce système-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont les présidents qui vont décider de dire non. Moi, je ne vais pas signer pour mon pays. Non. Ce n'est pas le peuple. Alors, si ça n'est ainsi, l'argent qu'il retire là-bas, qui est le peuple qui profite de cet argent-là? D'abord, je te pose une question. Le peuple ne sait même pas qui fait l'argent. Dans la poche d'un peuple, d'un habitant d'un pays quelconque? Non. Ça rentre dans la poche du chef de l'État. Ce sont les présidents qui sont les devantures, bien sûr, de cette globalisation dont on parle aujourd'hui. Donc, l'argument de Yves Kenao n'est pas bien placé pour moi parce que le Togo, par exemple, s'est fait représenter au sommet de G5 la fois dernière par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Alors, quand on signe quelque chose là-bas qui rentre en vigueur au profit de la population togolaise, c'est le chef de l'État qui a décidé au dos du pays. Donc c'est comme ça se passe un peu partout. Monsieur, ne confondez pas les choses, monsieur. N'oubliez pas aussi, monsieur, attendez qu'on remettre les choses à la place. Monsieur, de l'argent là-bas, qui en profite. C'est le chef de l'État qui signe les chèques et autres là, c'est lui qui emporte l'argent et qui amène l'argent au pays, non? Maintenant, l'organisation de ces fonds, ou soit l'usage de ces fonds maintenant, quand ça ne profite pas à la population, qui allons nous indexer? C'est le chef de l'État? Monsieur Gabriel, vous confondez trop les choses. Vous confondez trop les choses. Tu me permets. Et la manière dont vous avez présenté les choses, c'est une manière la plus simplifiée. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre le fond du problème. Non, le fond du problème, ce n'est pas les représentants. C'est un schéma.
Les bénéfices du contrat, c'est toi, le leader qui signe, c'est toi qui vas en profiter. Et maintenant, tu gères ça avec ta population, tu gères ça avec ta famille. Est-ce que c'est le chef de l'État à l'ONU? Il y a un bien de la famille. Monsieur Gabriel, vous défendez, vous prenez. Monsieur Gabriel, vous êtes trop limité. Avec tous les membres de la famille. C'est comme ça. Mais Monsieur Gabriel, est-ce que c'est le chef de l'État qui représente le Togo? C'est le Togo, c'est Faure qui est membre de l'ONU? Mais non, je vous pose la question. Est-ce que c'est Faure qui est membre de l'ONU? Est-ce que c'est Kagame qui est membre de l'ONU? Et c'est le chef d'État qui est le représentant de la nation. Je ne peux pas continuer comme ça. De l'ONU la fois dernière. Est-ce que c'est le Togo, c'est le Togo tout entier qui a été... Monsieur, les États sont représentés à l'ONU par les chefs d'État, pas des individus, ce sont des États. Au niveau de la globalisation, ce n'est pas un individu, Kenao, ce n'est pas Kagame, c'est un pays. Les États se c'est pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer, parce que vous confondez les chefs d'État avec les nations. C'est faux. On va aller du côté de Marcel Kodié. Mais je ne suis pas du tout d'accord aujourd'hui, ni demain. Marcel Kodié, vous ne pouvez pas d'accord, mais quand vous allez comprendre comment les choses marchent dans ce monde, vous allez comprendre que l'ONU ou l'Union africaine n'est pas représentée par un individu. C'est une nation, c'est un pays. Je pense qu'on va aller la globalisation, ce n'est pas un individu qui représente un pays dans la globalisation. C'est un pays qui représente un pays qui est dans la globalisation. C'est toute la population qui va au sommet. Comment ça? C'est pourquoi vous ne pouvez pas évoluer. Parce que vous prenez les petits thèmes, vous collez, et ça ne marche pas. C'est ça. Quand il y a un problème là-bas, c'est votre leader qui vous a mis dedans. Je vous dis que c'est le pays qui est là. On peut enlever un chef d'État. C'est pourquoi des fois, c'est des représentants. C'est des délégations qui représentent les chefs d'État. Aussi de s'écouter pour pouvoir intervenir. Ce n'est pas nécessairement le chef d'État qui doit être là-bas. Merci, monsieur Kinao. Ce sont des représentations. Je pèse bien mon mot. Ce sont les chefs de l'État. Merci, monsieur Gabriel de l'État. Arriver là-bas, ils doivent dépendre de la cause. J'ai vu à l'ONU, ce n'est pas tous les chefs d'État qui parlent à l'ONU. Ce sont des délégations. Allez-y, monsieur. D'accord. Monsieur Gabriel, merci encore une fois de plus. Merci aussi à monsieur Kenao. J'aurais voulu qu'on écoute et puis bon, on peut intervenir. Monsieur Marcel Kodié, je crois que vous avez écouté vos amis. Je vous donne tout simplement la parole. Non, je voulais enfoncer le clou à Yves Kenao pour lui dire que quand lui parle que c'est son... Parlez un peu fort, Marcel. Oui, je parle fort. Je pense que c'est un problème de micro à votre niveau. Vous m'écoutez maintenant? Allez-y, Marcel. Oui, je voulais dire à Ikanao, quand le chef d'État dont il parle aujourd'hui, Faure Gnassingbé, il va chercher, est-ce que c'est le peuple qui a demandé à Faure Gnassingbé d'aller chercher Tony Blair, qui coûte des millions à l'État, Dominique Toscan, qui coûte des millions, Ségolène Royal, ce sont des gens qui viennent travailler avec lui. N'a-t-il pas des Togolais qui sont compétents? Voilà. Des milliards qu'il utilise pour ces gens-là. On me dira encore que oui, c'est la globalisation, que c'est qu'on les a imposés. Le Cap-Verdien là qui vient, la conférence qu'ils ont organisée en Angleterre, ce sont des millions. On me dira encore que oui, c'est les Anglais ou bien la France qui leur a demandé de faire cela. Vous faites des gaspillages. Prenez-vous qu'un blanc viendra prendre l'argent de l'État, aller faire ces histoires, et après vous me direz que oui, à cause de sa magnanimité qui est en train de... C'est pour aller donner du champagne, boire aux gens dans des grands hôtels. Vous voyez tout le staff qui suit Faure Gnassingbé quand il sort. On nous parle de PND. Le PND qui n'a jamais risqué, ça n'a jamais démarré hein, depuis qu'ils ont commencé cette affaire de PND. Mais Dieu sait c'est combien de millions ils ont déjà utilisé pour cette affaire de PND. Vous allez chercher les Tony Blair qui coûtent des millions. N'y a-t-il pas aucun Togolais qui est compétent, qui peut suivre ce PND? Il y a Dominique Toscan, vous savez, ce monsieur, combien il coûte? Mais je suis désolé. Quand on me parle que ce sont les gens qu'on vous impose, on impose, non, c'est nous-mêmes. Nous refusons nos compétences, nous allons chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'ils viendront? Ils viendront nous vendre du vinaigre. À 2 ans de le truc là, nos projets, nous périssons. Et après, on nous dira, oui, le projet n'a pas marché, ça fait... À qui la faute? Parce que déjà, le DG, ceux qui sont sur les projets même détournent l'argent. Personnellement, tout le monde veut être riche. Et après, on va dire que c'est la faute aux Africains. Pas la faute aux Africains, c'est nous-mêmes, c'est les dirigeants. Okay.
qui appauvrit le peuple. C'est pour cela, aujourd'hui, quand nos enfants vont tomber, vont mourir dans la mer, on nous dira que ce sont les Blancs. Les gens veulent aller travailler dans les industries là-bas. Pourquoi ne pas mettre les mêmes industries au Togo? Voilà que nous avons les moyens. Nous avons encore des espaces. Voilà. Merci, je m'arrête là. Merci, Marcel Kodié. Alors, Monsieur Yves Kenao, nous parlons de l'Afrique face à la mondialisation. Mais aujourd'hui, quel défi la jeunesse peut-elle relever en face de cette mondialisation? Peut-être que la jeunesse profite de YouTube pour mettre les vidéos. Peut-être que la jeunesse profite des portables pour le WhatsApp. Peut-être. Sinon, en dehors de ça, je ne vois pas. Nous avons exporté nos richesses jusqu'à exporter les êtres humains. Nous avons tout exporté. On est venu chercher la matière première. On est en train de chercher, on dit que ce n'est pas suffisant. On a cherché les intellectuels, tous les intellectuels. Maintenant, les visas là, si vous n'avez pas la maîtrise, on ne vous donne pas le visa. Hein? Si vous n'avez pas la maîtrise, on ne vous donne pas le visa. Parce qu'on veut des gens intelligents qui peuvent produire. Avant, on ramassait tout le monde parce qu'on voulait dans les usines. Maintenant que les travaux sont devenus plus de technique, on voulait ceux qui ont été à l'école. Monsieur, la jeunesse ne profite pas de cette globalisation pour répondre à votre question, monsieur Nyawa. Et tout ce que moi je demande, c'est que cette jeunesse doit prendre conscience et commencer par se dire que les aînés ont failli. Les aînés n'ont pas sauvé l'Afrique. Elle va essayer. Et tout ça, là, ça commence par une prise de conscience. Vous avez un livre devant vous, monsieur Nyawa. J'ai jeté un coup d'œil. Pour sortir de cela, l'Africain doit être fier de lui. Avant de continuer, peut-être que je vais vous amener un petit vers la fin où on parle de la géostratégique africaine. Et c'est écrit par Jean-Paul Poga. Il dit que le système dominant a fait de l'Afrique une victime désignée et la propagande distillée contre elle prend des chemins insoupçonnables. Et il a dit que la renaissance africaine viendra des Africains capables de se former et de se cultiver à outrance hors des sentiers tracés par le système pour avoir enfin l'intelligence d'entrer en dissidence, d'entrer en rébellion culturelle et indiquer la vraie voie du progrès humain en Afrique et non ce cycle permanent de mesquinerie intellectuelle, de l'insuffisance morale. Voilà. Voilà. C'est en cela que, c'est ce que je dis. Nous devons commencer par dire à nos enfants que c'est ça notre Afrique. Et dès que les enfants vont grandir avec ça, ça sera difficile de laver leur cerveau. Il a bien dit qu'il faudrait donc, que l'éducation doit commencer à la base. Voilà. Que nos enfants soient fiers qu'ils sont africains. Mais combien de personnes le font, monsieur Nyawa? La jeunesse dont vous parlez, elle ne veut même pas entendre parler encore de l'Afrique. Quand vous allez leur parler d'une valeur africaine, on vous dit que ça c'est vieux ça. C'est ça que nous devons faire. Et maintenant, à partir de ça, sortir du système. Quand je dis sortir du système, les gens me demandent comment. C'est très simple. Comment la Chine de Mao a fait pour sortir du système? Vous voulez utiliser la machine du blanc pour fabriquer iPhone. Et si demain, le blanc rentre dans votre système électronique, informatique, et bousille tout, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Maintenant, si vous avez votre propre système créé à partir de votre connaissance, ça sera difficile au blanc de rentrer dedans. C'est ce que je demande. Nous allons sortir du système tout doucement en faisant quoi? En boycottant tout seulement la consommation de l'étranger. On revient sur nous-mêmes, Afrique d'abord. Notre John Doe Servet l'a dit, Afrique d'abord.
Merci. Et nous revenons sur nous-mêmes. Nous allons nous entraider. Nous allons consommer africain. Nous, monsieur Marcel, vous mettez votre expertise, votre matériel grise en service. On crée des softwares, on crée des choses à partir de l'Afrique. Et on s'en va, ce n'est pas tellement vous. Il y en a plein d'Africains, de l'Algérie en Afrique du Sud, en passant par Botswana, il y en a plein. On peut sortir l'Afrique de cela, si on veut. Mais si nous voulons continuer dans cet intellectualisme infini, bon, je suis donc très sérieux et je suis très regretté de vous dire que bon, on s'en sortira jamais. Je vous remercie. Merci M. Kenao. L'Afrique a bien des défis pour relever, en tout cas vraiment cette mondialisation à son aise. Alors, M. Gabriel Abdona, votre dernier mot rapidement. Oui, merci Serge. Moi, mes mots derniers seront adressés directement d'abord à l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine. Ce sont eux qui sont les vrais initiateurs, bien sûr, de la globalisation dont on parle aujourd'hui. Et également aux chefs de l'État africain, surtout, qui vont essayer de jouer une preuve de responsabilité et qu'ils sachent que voilà, arriver au sommet de la mondialisation pour pouvoir essayer de se concerter et décider quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont le peuple derrière eux, ils représentent quelqu'un et cette personne-là, il va falloir, quand ils descendent au pays, de le rendre compte. C'est très important. Tant que tu te dis que toi seul, tu suffis déjà arriver à 16 ans de sommet, on ne fait que faire des bêtises. Même plutôt quand on met en tête que voilà, il y a un peuple dont vous briguez la magistrature suprême, là vous allez essayer de savoir comment poser les pieds et comment essayer d'arrêter la victoire et venir dévoiler au peuple qui sera du tout content pour vous. Donc je m'arrête là et je souhaite bonne chance aux chefs de l'État qui sont membres là-bas. Merci Gabriel Adona. Nous te souhaitons aussi bonne chance de l'autre côté. Hein? Alors Marcel, rapidement votre mot de fin. Non, moi concerne aucun regret, c'est nos dirigeants. Monsieur Kenam me disait tout à l'heure de mettre... je voulais bien rentrer aujourd'hui au Togo avec ma connaissance, mais je suis désolé quand j'irai déposer mon projet d'agriculture. Quand le ministre va me demander 20%, le directeur de cabinet me demande 15%, le planton va me prendre 5%, l'intermédiaire va me prendre 2%. Combien va-t-il rester? Voilà, c'est ça nous-mêmes. J'amène un projet, on me bloque parce que je ne suis pas leader du parti ou bien je ne suis pas affilié à un parti politique du chef de l'État. Voilà. Si nos enfants quittent aujourd'hui l'Afrique, c'est qu'on ne veut pas mettre en profit, nous, les gens de la diaspora. On refuse que la diaspora vote. Aujourd'hui, on nous dit oui de revenir, qu'on va voter. Parce que nous sommes à l'échéance d'une élection présidentielle. Pour se faire du nom, pour que oui, aujourd'hui, nous avons réclamé depuis des années le droit de vote de la diaspora. On nous balance quelque chose hier. Je suis étonné. Oui, nous, la diaspora, on veut rentrer. Nous avons beaucoup de projets pour apporter au peuple. Mais, parce que nous ne sommes pas du parti unique, je me demande, c'est ça l'Afrique. Il faut que nous changions nos chefs d'État, tous ces dirigeants, ceux qui sont autour des chefs d'État, qui changent, qui laissent l'Afrique se développer. Il ne faut pas souvent, je parle, les gens qui font souvent la coubette, la cour de chef d'État, oui, monsieur le président, voilà tout ce que notre ami, là, comment il s'appelle, Condé est en train de... Oui, ce sont des gens qui le poussent. Ils voient bien les choses, ils doivent partir. Mais on le pousse parce que les gens n'ont pas fini de bouffer l'argent, les milliards que la Banque mondiale, le FMI a envoyé. Et ça nous retarde en Afrique. Tous ces bons qui sont passés la fois dernière, qu'on a tué encore, on dira que c'est le blanc. Nous-mêmes, nous allons acheter des armes pour se tuer entre nous. Pourquoi pas? Les blancs vont se moquer de nous. Merci, je m'arrête là. Bonne soirée à tous. Merci Marcel Codier. Bonne soirée chez vous aussi. Merci encore une fois de plus, chers panélistes. Je suis vraiment comblé pour cette contribution. Mais il faut dire que l'Afrique a quand même des défis qui a relevé. Et les défis restent nombreux à relever pour cette Afrique. Pour sortir du sous-développement, il faut vraiment
sortir du sous-développement pour s'intégrer dans la mondialisation. Donc, il faut maîtriser la croissance démographique et la croissance urbaine, subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires des populations, surmonter l'instabilité politique et progresser dans la voie de l'intégration régionale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre grand débat. Je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine à la même heure dans ce même studio. Malik Salah à la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.